justement que toutes les règles qu'on essaye d'imposer sont bafouées. On impose la couleur, Woody Allen tourne en noir et blanc, et chez nous, Benoît Mariage. On impose le format d'1h30, et on voit Titanic débarquer. On impose les stars, et on voit Rosetta. Voilà, donc vous dites bien qu'il n'y a pas de règles, etc. Donc c'est vrai qu'on peut penser alors de manière optimiste à l'avenir du cinéma. En même temps, par exemple, le numérique, le fait que les effets spéciaux, que le numérique pourrait remplacer l'acteur, que certains essayent de le faire croire, etc. Est-ce que ce n'est pas précisément rabaisser le cinéma à une sorte de dessin animé, alors je ne vais pas critiquer le dessin animé, mais de faire en sorte que tous les paramètres sont tellement contrôlés qu'on va perdre cette dimension fondamentale et qui est au cœur de votre cinéma, qui est l'intégration précisément de l'imprévisible, du hasard. Voilà, alors le cinéma va traverser une crise, forcément, parce que l'arrivée de ces inventions est tellement sublime, tellement extraordinaire qu'on est tenté par les trucages, puisque les trucages, c'est ce qui simplifie la vie. Bon. Moi, en ce moment, je ne peux plus regarder un film américain, parce qu'il n'y a que ça. Ça ressemble à des jeux vidéo, les acteurs jouent avec des fonds bleus, avec des fonds verts, ils sautent en l'air avec des élastiques, enfin, je veux dire, c'est tout le cinéma que j'aime pas, voilà. Donc, à un moment donné, ça va passer, mais il faut attendre que ça passe. Il faut attendre que ça passe, ça peut durer du temps. Moi, je rêve aujourd'hui d'un film où, au début, il y aurait écrit « Ce film a été fait sans aucun trucage ». Bon, parce que j'aime les acteurs plus que tout. Alors, le numérique, c'est formidable pour les acteurs, parce que ça nous permet de tourner pendant 1 heure sans couper. Avant, au cinéma, on avait des bobines de 10 minutes, 300 mètres, ou plutôt 120 mètres, c'est-à-dire 4 minutes d'autonomie. Et les acteurs, c'est comme des athlètes, il faut les chauffer. Vous voyez, il faut chauffer l'acteur. L'acteur, il n'est pas bon tout de suite. Et à l'époque, on ne pouvait pas les chauffer parce que la pellicule coûtait tellement cher qu'on leur disait « action, pas !» Hop, dès qu'on avait fait le clap, il fallait partir. Aujourd'hui, on peut faire tourner la caméra, ça coûte pas cher, puisque la pellicule ne coûte plus rien, et on peut aller chercher l'acteur au moment où il est chaud, au moment donc c'est pour ça que dans mon dernier film, j'ai utilisé le numérique sous cette forme, et je pense que j'ai fait avec les acteurs des choses que je n'avais jamais fait avant, justement parce que j'ai attendu le moment où ils étaient chauds, où ils étaient comme un athlète en possibilité de battre un record. Voilà. Alors, encore une fois, avantage et inconvénient, comme en toute chose, comme on disait tout à l'heure. J'ai adoré le cinéma américain à la folie, et aujourd'hui je ne le supporte plus parce qu'il est en train de tuer le cinéma que j'aime. Voilà. Le cinéma des émotions, le cinéma du cœur, c'est devenu un cinéma de trucage, et puis avec du fric on peut tout faire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est trop facile, et voilà, mais ça va passer. Et les Américains sont suffisamment intelligents pour réinventer un nouveau cinéma très vite. Voilà. Il y a une question là-bas. Oui, monsieur? Je disais simplement, l'humain, il est où dans l'histoire? L'humain. L'humain est où dans l'histoire? Oui, bien sûr. Voilà. Mais c'est ça. Concernant les acteurs, je veux dire, vous avez toujours déclaré effectivement que c'était votre priorité. Vous avez parlé de la caméra comme acteur principal quand vous découvrez le film de Kalatozov, Quand passent les cigognes. En même temps, vous avez vous-même refusé une fausse bonne idée que vous aviez eue pour le chat et la souris, c'était de remplacer le personnage joué par Reggiani par la caméra. En faisant tout le film en caméra subjective, vous vous êtes dit, c'est pas une bonne idée. Je crois que vous avez eu raison. Reggiani remplace bien mieux. Enfin, je veux dire, c'est incomparable par rapport à une caméra subjective. On a parfois des fausses bonnes idées. On a souvent des fausses bonnes idées. Le chat et la souris, c'est une très bonne... Encore, il est fort. Le Canadien, c'est vrai qu'au départ, je voulais que le personnage du flic soit subjectif, c'est-à-dire que ce soit les gens dans la salle qui soient le flic. On le voit jamais, et lui, il voit tout le monde. Moi, personnellement, je ne me vois jamais, sauf quand je passe devant une glace. Mais sinon, on ne se voit jamais soi-même. Et donc, c'est ça la bonne idée, c'est effectivement d'avoir un personnage qu'on ne voit jamais, mais pour le spectateur, c'est terriblement frustrant. Donc, j'ai fait des essais. C'est artificiel, en fait. Et la bonne idée était totalement artificielle. C'est-à-dire qu'elle s'est retournée contre moi. Et donc, alors, il y a des parties subjectives dans le film, quand même. Si on regarde le chat et la souris, il y a plein de mouvements subjectifs, comme ça. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas, au cinéma, faire un film entièrement en caméra subjective, parce qu'il y a une énorme frustration. Voilà. Hein? Alors, il
il y a deux façons de filmer. Il y a une façon subjective et une façon objective. Je pense que, si vous voyez mon dernier film, j'ai appliqué ça à la lettre. C'est-à-dire que il y a très peu de mouvements de caméra. Il y a des mouvements de caméra lorsque c'est subjectif de quelqu'un qui bouge. Mais s'il n'y a pas quelqu'un qui bouge, le mouvement de caméra est gratuit. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai mis du temps à comprendre ça. Beaucoup de temps. Parce que c'est séduisant un mouvement de caméra, parce que ça peut remplacer une longueur, ça peut divertir le spectateur, ça peut... Oui. Et en fait, la caméra doit bouger si elle est subjective de quelqu'un qui bouge. S'il y a deux personnes assises en train de parler, il n'y a aucune raison de bouger. S'il y a une caméra qui se met à tourner autour d'eux, c'est un non-sens. C'est un non-sens parce que on lâche le spectateur. Je pense qu'en filmant de plus en plus, il faut filmer à hauteur d'homme. Scorsese fait ça. Voilà. Il fait ça dans Ministry, une caméra qui tourne. Lorsque Harvey Keitel arrive dans le restaurant de son oncle qui convoite, ils sont à table et pour montrer qu'il est piégé par cette famille, ce système, il fait ce mouvement de caméra. Si ça aide le scénario, c'est formidable dans la mesure où le mouvement doit être relié à quelqu'un qui bouge, à un vrai mouvement. Vous voyez ce que je veux dire? Si on fait du mouvement sur des gens qui sont statiques, là il y a une grosse faute d'orthographe. Vous savez, dans le cinéma, les gens ne s'en rendent pas compte, mais pour l'instant, si vous lisiez un livre avec des fautes d'orthographe, vous seriez scandalisé. Aujourd'hui, la plupart des films sont bourrés de fautes d'orthographe et vous ne les voyez pas. Est-ce que ça ne limite pas justement les possibilités des réalisateurs? Par exemple, on sait bien que la saute d'axe, des tas de grands réalisateurs l'ont balayé pour des bonnes raisons. Mais le faire sans savoir qu'il existe un raccord qui doit être bien fait, un raccord dans l'axe, etc. Et le fait que, notamment, le clip vidéo, etc., nous a habitués à une sorte de flux ininterrompu visuel, fait qu'en fait, un réalisateur ne peut plus faire un effet avec ça. Quand il fait une saute d'axe, le public ne la verra pas. Ça limite un peu. Oui, enfin, il y a les jump cuts, il y a tout ça, toutes ces choses-là qui rentrent en ligne de compte. Si vous voulez, il y a autant d'écriture cinématographique qu'il y a de cinéastes. C'est ça la force de... Il y a l'orthographe, pour ceux qui se servent de la littérature. On sait qu'il faut mettre un S, pas un S, enfin, il y a des choses comme ça. Dans le cinéma, il n'y a pas de règle. Chaque metteur en scène peut inventer son écriture. Il y a autant de possibilités d'écrire qu'il y a de façons de regarder. Vous voyez ce que je veux dire? On ne vous a pas appris à regarder. Un jour, vous ouvrez les yeux et vous regardez. Voilà. Donc c'est la force du cinéma. C'est pour ça qu'on aime plus certains metteurs en scène que d'autres, parce qu'ils ont imposé une écriture qui convient au public ou qui ne convient pas. Voilà. Donc, on peut tout dire sur l'écriture cinématographique. Quand je fais un gros plan, c'est de la dictature. Je vous impose de regarder telle chose. Lorsque je fais un plan large, c'est la démocratie. Vous regardez où vous voulez. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc le cinéma est une alternance de dictature et de démocratie. En tous les cas, dans mon cinéma, c'est comme ça que je l'ai conçu. Moi, j'ai pratiquement balayé les plans moyens, parce que je les trouve moyens. Et donc, j'ai dans mes films des gros plans et des plans larges. Des gros plans parce que ça, je veux que vous le voyez, je ne veux pas que vous le ratiez. Et puis les plans larges, parce qu'à un moment donné, il faut que vous vous relaxiez un petit peu et que vous ayez envie de regarder, où vous avez envie de regarder. Puis des fois, il y a tellement de choses à regarder que je laisse le public choisir là où il veut regarder. Prenez les films de Tati. C'est les plans larges qui sont magnifiques et splendides. Parce que le spectateur est obligé de regarder au bon endroit. Il vous oblige à être intelligent, à être vigilant et à être observateur. Parce que le gag essentiel, il est peut-être au fond du plan. D'où l'intérêt aussi de les voir au cinéma, puisqu'en télé, on perd forcément. Voilà, ça vaut pour tout le cinéma. Mais... Tous les films qu'on va voir à la télé, c'est une catastrophe. C'est-à-dire que vous vous privez de tout le plaisir qu'offre le cinéma. Je veux dire, on ne peut pas comparer un écran de 200 mètres carrés à un petit écran de... Bon, ce sont des séances de rattrapage. Mais moi qui ai pris l'habitude d'aller voir les films au cinéma, je ne vais jamais, je découvre jamais un film à la télé. Jamais. Ni dans mon home cinéma. Jamais. Je vais au cinéma. C'est là où les films de cinéma sont faits pour être vus sur un grand écran. Et puis avec des gens autour qui respirent en même temps que vous, qui rient ou qui rient pas, qui fait que d'un seul coup, vous êtes dans la foule, vous êtes dans la vie. Le cinéma, il faut le voir avec les autres.
Il vaut mieux aller le voir là, quand la salle est pleine que quand la salle est vide. Le film n'est pas le même, on ne rit pas de la même façon, la communication n'est pas la même. Le cinéma, c'est un art qu'on partage avec les autres. Vous voyez, c'est pas un truc d'égoïste. Voir un film tout seul et le partager avec personne, mais c'est un cauchemar. Pas pouvoir taper en disant comme c'est bien, c'est terrible. C'est terrible. Ne pas rire en même temps. Et puis, si elle rit en même temps que vous, c'est que c'est... Et puis je la laisse sortir du cinéma. On devine les gens. Aller au cinéma avec quelqu'un, c'est lui parler. C'est lui parler. Vous passez 2 heures à côté de quelqu'un sans rien dire, et ses rires, et ses non-rires, et ses larmes va vous renseigner sur cette personne plus que si elle vous avait raconté sa vie. Vous vous rendez compte? Comme c'est formidable. Il ne faut pas aller au cinéma tout seul. Vous voyez ce que je veux dire? On se prive de partager. Le bonheur, ça se partage. C'est pas un truc égoïste. Scorsese dit aussi une belle chose sur le cinéma, pas le fait d'aller en salle à plusieurs ou quoi, c'est par rapport à des contacts qu'on a avec des gens d'autres pays, d'autres cultures, etc. Il dit que le cinéma répond aux besoins spirituels qu'éprouvent les hommes d'avoir une mémoire commune. Je trouve ça tellement juste que... et j'ai l'impression que vous pratiquez ça aussi, puisque, comme je le disais au tout début de la séance, vous n'avez jamais fait la pure autobiographie. Hein, mon histoire à Claude Lelouch, vous avez toujours mixé votre destin à celui des autres et constitué cette mémoire commune fictionnelle qu'il y a dans vos films. Et ces films qui sont répercutés au Japon, en Italie, au Portugal, en Suède. Hein, la Suède qui vous a donné un bon coup de pouce en début de carrière. Et sans mentionner l'unique spectateur belge que vous aviez à la projection à Venise du Propre de l'Homme, qui est peut-être dans la salle, si ce monsieur est là, on le salue. Mais je veux dire, ces ponts que le cinéma peut jeter entre des gens qui partagent pas nécessairement le même univers, quoi. Cette envie de mémoire commune. C'est pas pour rien que c'est un art populaire, presque aussi universel que la musique et la danse, puisque il y a quand même le langage qui intervient et qui modifie un certain nombre de choses, mais je le dis, je le répète, le cinéma est tellement fort qu'un jour un film sera tellement beau, tellement réussi, tellement parfait, qu'en 2 heures, il pourra peut-être changer l'histoire du monde. Un film sera tellement réussi, tellement convaincant, on nous dira tellement les choses qu'on a envie d'entendre, que peut-être en 2 heures, on va gagner 200 ans. Vous voyez ce que je veux dire? La force du cinéma est... Vous savez, aujourd'hui, quand un film marche, c'est à peu près 10% de la population d'un pays qui est allé le voir. Là, c'est un gros succès. Vous avez 6 millions de gens qui ont été voir un film en France, c'est-à-dire sur 60 millions de gens. On dit que c'est le tube de l'année, que c'est vraiment le succès des succès. Voilà. Eh bien, un jour, ça sera 100% des gens qui vont voir un film. Et je crois à ça. Un jour, un film sera vu par la terre entière. Voilà. De la même façon que vous mangez tous les jours, je pense que le cinéma a la force. Si un jour le film parfait peut être fait, et je pense que le cinéma, il débute. Il a 110 ans, c'est un bébé. Rien n'avait été écrit après 110 ans de littérature, rien n'avait été peint après 110 ans de peinture. Vous voyez ce que je veux dire? Et le cinéma progresse à une vitesse absolument incroyable. Comme je vous le disais, vous êtes tous des cinéastes, et j'aurais aimé voir ce film, je ne sais pas, dans 50 ans, dans 100 ans, dans 200 ans. De toute façon, il y aura régulièrement des films importants, forts, qui seront vus par de plus en plus de gens, ce qui est le cas déjà, puisque des records sont faits pour être battus. Et je sais qu'un jour, le cinéma pourra peut-être changer le monde. Voilà. Claude Lelouch, merci beaucoup pour cette rencontre.